Petit jingle au piano, comme d'habitude, on passe au journal de la salle de démontage. On a du Star Wars, on a du Festival de Cannes, du Malik Bentala, mais on va commencer par Lucasfilm, qui copie numériquement chacun de ses acteurs. Oui, la saga utilise la magie du numérique à toutes les sauces sur les acteurs. Donc on les rajeunit comme Carrie Fisher dans l'épisode 8, on les ressuscite comme Peter Cushing dans Rogue One, et on incruste leur visage sur les cascadeurs pour réduire les budgets. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en passe. Chaque acteur a son clone numérique qu'on peut utiliser à tout moment. En définitive, on n'a plus vraiment besoin des acteurs. Cette liberté d'usage inquiète l'acteur Donald Glover qui incarnera Lando dans Solo. Donc aujourd'hui, le numérique prend-il trop le pas sur les performances d'acteurs, car Star Wars n'est pas le seul à utiliser ce genre de pratique. C'est pas Rémi mon avis. Fortier. Oui, moi je pense au contraire que c'est une chance et ça ne peut que tendre à aider les films à proposer un meilleur spectacle, à aussi rendre les films plus indépendants vis-à-vis des acteurs, parce qu'un être humain, ça peut... des fois, il y a des acteurs qui meurent pendant le film, etc., et ça nuit au film. Il y a aussi des ruptures... Non, mais c'est arrivé récemment à plusieurs reprises. Il y a aussi des acteurs, il y a des ruptures de contrat, et ça, ce ne sont que des outils qui aident à rendre les films meilleurs, donc feu sur le numérique. Qui n'est pas d'accord? Non, Charlotte je trouve ça Blouzet. très dangereux. C'est une question aussi d'image de la personne. Moi, j'imagine dans plusieurs années des espèces de parcs d'attractions avec ces images projetées. Enfin, moi, je trouve pas ça très sécurisant, en fait. Ça me fait un petit peu peur. François Vial? Moi, en tant qu'acteur, ça me fait moyennement plaisir. Enfin, je sais pas. C'est vrai que ça peut, dans certaines circonstances, servir le film. Mais si après, tu remplaces carrément vraiment l'acteur par un robot, par une amélioration de lui-même sans arrêt, je trouve que tu perds aussi l'essence même de la personnalité. Tout devient à peu près pareil. Je vais me mettre en faux vis-à-vis de Rémi Fortier, le chantre du capitalisme tous azimuts, parce qu'en fait, il nous tient le même discours que les industrialistes du 19e siècle. C'est-à-dire que l'être humain est faillible, on va le remplacer par un robot, par une machine, et bon, voilà, le prolétariat, il peut aller se faire mettre, et on l'encule. Je vais le dire honnêtement, on l'encule. Donc moi, je ne suis pas le défenseur des grands pontes de notre temps, et je considère qu'effectivement, rien ne remplacera un acteur, et qu'il y a beaucoup de producteurs qui se disent que c'est vrai que l'un acteur, ça coûte cher. Un acteur, c'est une ressource qui casse-couille. Des fois, c'est malade. Des fois, c'est malade, des fois, ça meurt. Il fait chier l'acteur. Et moi, je trouve ça évidemment très dangereux que des studios se mettent à produire des films uniquement en images de synthèse, uniquement de manière numérique. Moi, je trouve ça d'une part moche et je vois pas en quoi c'est créatif, et d'autre part, voilà, j'ai peur que des studios soient tentés de complètement remplacer l'intégralité de leur casting par des machines, des mannequins numériques. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Vincent Lagarde, pour le dernier mot. À part le fait de ressusciter certaines personnes qui sont mortes, là je trouve ça un peu dégueulasse, mais par contre il explique très très bien Lucasfilm quand il défend de la scène de Carrie Fisher dans l'espace, où en gros ils auraient pas pu la faire. Qui est très laide. Okay. Ouais. On s'en fout, mais ils n'auraient pas pu la faire. Ça change que c'est moche. S'ils n'avaient pas utilisé le numérique finalement. Ils ont peut-être fait un meilleur scénario s'ils n'avaient pas pu la faire. Peut-être. Ça aurait été fait autrement. Mais non, mais ça montre qu'il y a d'autres perspectives et que ça remet en question le cinéma et ça peut apporter des bonnes choses, moi je trouve. Neil Blomkamp, le réalisateur sud-africain, si je ne m'abuse, lance un crowdfunding pour transformer un court-métrage en long. C'est le réalisateur de Chappie, notamment. District 9 également. Oui. Que j'avais détesté. Il a organisé un mini-festival de courts-métrages sur la plateforme Twitch. C'est la première fois qu'un cinéaste hollywoodien utilise ce principe pour promouvoir ses créations. Au total, 5 courts-métrages suivis d'une session questions-réponses avec Neil. Avec le principe de crowdfunding, il espère motiver les fans à mettre la main au portefeuille pour financer un des projets. Vu les Charlotte. films qu'il fait, je pense que c'est bien effectivement déjà que le public choisisse, parce que c'est pas non plus un réalisateur extraordinaire. Après, moi je sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que les gens vont vraiment mettre la main à la poche pour un film je doute un peu, mais c'est une bonne idée. Bonne idée, Rémi. Dans le cadre de ce réalisateur, je sais pas, mais le crowdfunding au cinéma, je trouve que ça fait une forme de présélection sur les films, et du coup, ça fait que finalement... Moins de prise de risque. Oui, c'est ça, et ça fait que les films qui vont atterrir au cinéma, finalement, sont les films qui plairont de base au public, donc moins de mauvais films, a priori, en moyenne. Donc je trouve plutôt bonne idée pour Charlotte, Rémi. Julia? Moi, je trouve ça pas mal. Alors après, les films,
comment dire, La les petits présélection. courts-métrages, Voilà. c'est pas du tout ma came. Ah ouais. Voilà, On va personnellement. dire c'est des films d'action, de science-fiction. Science-fiction, horreur. un peu bourrin, un peu à la Predator, on va dire. Voilà, c'est pas forcément ma came, mais je trouve le principe assez intéressant. Voilà. Moi aussi. Mais après, je suis un peu comme Charlotte. J'attends de voir, et c'est vrai que tu vois, produire l'album de Grégoire, je pense que ça nécessite pas énormément d'argent. Produire District 9 ou ce genre de film, ça peut très vite être kitsch, donc j'attends de voir. Pay-per-view, comme on dit. Cannes, Festival de Cannes 2018, Netflix qui retire officiellement ses films du festival suite à la déclaration de Thierry Frémaux. Nouveau rebondissement dans l'affaire Netflix à Cannes. Donc petit rappel, les films qui ne sortent pas en salle ne pourront pas participer, ils seront uniquement hors compétition, donc impossible d'avoir la palme d'or. Ted Sarandos, éméché donc par cette règle pointant clairement du doigt Netflix, a décidé qu'aucun film de la plateforme ne participerait au festival. Ce serait pour lui un manque de respect pour ses réalisations. Par contre, Netflix sera bel et bien sur la croisette pour acheter des films qui Bien n'auront sûr. pas encore de distributeur. Bien sûr. Après, bon, je pense qu'en compétition, ils n'ont pas en trouvé beaucoup qui n'ont pas de distributeur. Hein. Est-ce que la c'était à guerre est l'époque. déclarée? Non, mais Qui s'il passe, ouvre les hostilités? Charlotte. s'il passe hors compétition, je trouve ça déjà sympa que les films passent sur un écran de cinéma. Mais ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas à Cannes. C'est Même ça, pas l'histoire. hors compétition. Non, ils c'est-à-dire ne mettront Non, là, aucun non, de alors, leurs films à Thierry, Cannes. non, mais Thierry Frémaux a dit venez Ouais. hors compétition. Netflix a dit non. Non, Netflix a dit non. irrespect, dû nous ne accepter. viendrons On pas. vous baise. Ils auraient dû accepter pour moi. Charlotte, ouais, Rémi. Oui, c'est sûr que refuser unilatéralement tout rapport comme ça me semble pas très constructif. En revanche, moi, ma position sur Cannes qui veut pas de Netflix, je trouve ça dommage parce que finalement, ça distribue moins de films qui sont potentiellement très bien parce que Netflix a complètement vocation à devenir un grand distributeur au vu de leurs moyens et je pense qu'à terme, Cannes seront obligés de faire machine arrière. Je vois Alors, pas comment ça peut être tenable à long terme. Je précise une chose. Cannes a dit on vous prend pas en compétition. Tous les films qui sont en compétition ont déjà un distributeur. Tous, c'était dans les années 50. Tous les films qui allaient à Cannes n'avaient pas de distributeur. Et Thierry Frémaux leur a dit nous, on est d'accord pour que vous présentiez des films hors compétition. Il y a des tas de films qui sont présentés hors compétition. Le prochain Gilles Lelouch est hors compétition. Star Wars Solo sera présenté hors compétition. Et là, Netflix a dit non. Moi, on va pas épiloguer là-dessus, parce que je pense qu'on aura peut-être un débat la semaine prochaine sur le poids de Netflix et est-ce que vraiment Netflix représente un danger pour le cinéma. Moi, je vais dire la chose assez abruptement et rapidement, je suis très content de cette guerre. D'une part parce que je trouve ça sympathique, je trouve ça ça me tease un peu, et d'autre part, je suis très content que le Festival de Cannes ne baisse pas son froc et que Netflix soit aussi un peu droit dans ses bottes. Je suis content qu'il n'y ait pas de consensus mou, on se serre la main pour la photo, on sourit. Ouais, c'est vrai. Non, là, on se rend bien compte qu'il y a deux blocs. Il y a la guerre froide qui devient un peu plus fraîche, un peu plus chaude. Et moi, je trouve que ça peut résoudre pas mal de contentieux, on va dire. Par exemple. Par exemple, le fait que le Festival de Cannes dise non, on vous prend pas en compétition, parce que le Festival de Cannes, et on en a parlé la semaine dernière avec Martin Scorsese, se doit de défendre le cinéma. Et le cinéma, ce n'est pas que des films qui sont projetés en salle, c'est aussi des distributeurs, des exploitants, des gens qui travaillent dans les salles. C'est toute une économie tentaculaire comme on dit dans la politique, c'est un tissu de travailleurs français dans l'Hexagone, dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays du monde. Donc que le Festival de Cannes soit un peu le garant, la figure de proue de cette défense d'une vision qui n'est pas forcément patrimoniale ou conservatrice, mais une défense qui est aussi sociale face à un Uber qui est là pour atomiser un marché, je trouve ça assez salutaire. Et si Indiana Jones devenait une femme? Julia. Pardon, excusez-moi. Et si Indiana Jones devenait une femme? Alors Steven Spielberg va bel et bien faire un Indiana Jones 5 avec Harrison Ford, mais qui sera le dernier film de la saga pour l'acteur. Qu'arrivera-t-il ensuite? Le réalisateur est certain que la franchise continuera, mais il repense le personnage éventuellement en femme pour un Indiana Jones. Donc, qu'est-ce que vous retenez? Le fait que Indiana Jones puisse devenir une femme, ou la volonté, l'ambition de Spielberg de faire de cette saga une franchise? C'est l'héroïne du film qui deviendra une femme ou non? C'est littéralement Indiana Jones qui sera Indiana Jones qui deviendra une femme. deviendrait En Indiana un Jones. mot, qu'est-ce que vous retenez? La franchise ou la femme? la franchise. La franchise, La femme. la femme. La Ah, je te franchise. reconnais. La franchise. La franchise, La c'est anecdotique franchise. cette question. La franchise. Moi aussi, la franchise.